À la une ce soir, de nouvelles mesures plus sévères pour les retraits de permis. Les grands délits routiers sont dans le viseur du préfet. Un premier contrôle en ce sens a été organisé cet après-midi à Schellcher. Notre série de reportages sur l'état des lieux du transport en Martinique continue. Nous irons au Gros Morne où le transport urbain est organisé depuis 20 ans. Nous ferons également un point sur le TCSP avec notre invité Alain Alfred, futur exploitant des BHNS. Parcoursup, la nouvelle application pour le choix des études post-bac. Les lycéens pourront mieux appréhender leur future formation. Un plan d'accompagnement est mis en place. Et puis nous parlerons des épreuves que vit actuellement la famille du jeune Andy à Paris. Faute de juge désigné, sa mère n'a pas encore pu se recueillir sur sa dépouille. Des moments difficiles supportés grâce au soutien des amis du club de foot du jeune homme. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Si vous êtes passé à la pointe de Jaham à Schellcher aux alentours de 16h cet après-midi, vous les avez sans doute croisés. Les forces de l'ordre sont plus que jamais mobilisées sur nos routes. Alors que la Martinique déplorait hier soir sa première victime de la route, les autorités annoncent de nouvelles mesures plus sévères pour les retraits de permis. Les grands délits routiers sont dans le viseur du préfet. Voyez les précisions de Jean-Marc Dabreu. Des forces de l'ordre sur le pied de guerre, à l'affût de grands délits routiers. Un automobiliste vient d'être contrôlé à 108 km/h sur cette route limitée à 50. On appelle le délit de grande vitesse. Donc c'est passible immédiatement d'un retrait de permis et d'une convocation au tribunal. Introuvable parmi la file de véhicules, il n'échappera pas pour autant à la sanction. Elle lui sera notifiée par courrier dans quelques jours. L'année dernière, 865 suspensions administratives du permis de conduire ont été prononcées par la préfecture, conformément aux dispositions du Code de la route. La rétention du permis qui a été établie par les forces de l'ordre est transmise au préfet. Et le préfet, dans une seconde phase, suspend le permis de conduire pour une durée qui est fixée par un barème départemental. Au vu des mauvais résultats en matière de sécurité routière, le préfet de Martinique a décidé de doubler la durée des suspensions du permis. Par exemple, pour une forte alcoolémie, elle passe de 2 à 4 mois. Plus 25%, un quart d'accidents corporels supplémentaires en 2017. Et donc on met en place un barème dit de rétention administrative du permis. Ça veut dire qu'on vous l'enlève tout de suite sur le bord de la route, qui est plus sévère en matière d'alcoolémie et en matière de contrôle de vitesse. Pour faire face aux éventuels afflux de procédures, le tribunal de Fort-de-France a fait l'objet de recrutements supplémentaires. Ce sont pas moins de 6 nouveaux délégués du procureur qui ont été recrutés au cours de cette année 2017, de sorte qu'aujourd'hui, c'est une équipe de 8 délégués du procureur qui sont chargés de la répression dans ce domaine-là. La suspension du permis est une restriction de liberté. Le contrevenant peut donc constituer un recours. Notamment pour des raisons professionnelles, si son véhicule lui est indispensable pour l'exercice de sa profession, saisir le juge administratif d'une contestation et notamment passer par ce qu'on appelle une procédure de référé dans les cas d'urgence qui lui permet effectivement de solliciter la suspension de la décision du préfet. Donc à ce moment-là, la décision ne s'appliquera pas. En fonction de la décision ? En fonction de la décision, bien entendu, du tribunal administratif. Dans tous les cas, une fois la suspension du permis prononcée, il est interdit de reprendre le volant d'un véhicule sous peine de poursuite pénale. Deuxième épisode de notre série de reportages consacrés au transport en Martinique. Zoom ce soir sur le transport urbain et direction le Gros Morne où un dispositif très organisé mis en place depuis près de 20 ans. Les bus Transla desservent les nombreux quartiers de la commune et les riverains en sont très satisfaits. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Voilà 22 ans que Francisque est au volant de son bus. Comme la plupart des 14 chauffeurs du réseau, il est là depuis le début de l'aventure. Plus qu'un simple transport en commun, ici tout le monde se connaît et s'entraide. Oui, ça va. Comme lui là, il est en train de m'embêter là. Je connais le client maintenant, comme nous sommes habitués, alors on les connaît de visage. On sait où est-ce qu'ils descendent, à peu près. On peut les dépanner, oui. Ça. Eh bien, peut-être qu'ils veulent acheter un petit Fossanti, on peut acheter le Fossanti pour eux. À la gare routière du bourg du Gros Morne, ces passagers, pour la plupart des riverains, embarquent à bord de l'un des 10 bus du réseau, direction Trou-la-Guerre.
15 rotations quotidiennes sur 7 lignes desservent les quelques 52 quartiers de la commune, la deuxième plus vaste du territoire. Une aubaine pour ses habitants qui vivent souvent dans des zones escarpées ou enclavées. C'est une bonne chose que la commune a pu penser à ce genre de choses. Ça rend service à pas mal de gens. Pas tous les jours, de temps en temps. Pour aller chez moi, pour aller au Gaumont. Et ça vous rend service? Ah bien oui, eh bien oui, ça me rend service. C'est très utile tous les jours. Et là, aujourd'hui, j'avais appelé pour aller au Robert. Et donc, elle est arrivée toujours le même de 1,30 €. Quand par exemple, j'avais à la messe le dimanche, c'est ce bus-là. S'il n'y a pas de bus, on ne peut pas voyager. Comme eux, près de 1000 personnes empruntent ces bus chaque jour. Le transport interurbain a vu le jour en septembre 1999 sous l'impulsion du maire de l'époque. La société antillaise de déplacement exploite le réseau qui, en presque 20 ans, a subi quelques changements dus notamment aux migrations de la population. On a commencé avec une dizaine de véhicules, avec 8 lignes. Et aujourd'hui, compte tenu du fait que pas mal de personnes des quartiers ont été relogées vers le bureau, aujourd'hui on n'a plus que 7 lignes qui tournent. Malgré la réduction des lignes, le réseau est loin d'être en perte de vitesse. Selon le directeur de la compagnie, ce modèle de service public gagnerait à être implanté dans d'autres communes. À l'heure actuelle, vous avez un service organisé sur toute la KSM. Un service de transport organisé sur tout l'espace sud. Il y a Cap-Nord, c'est encore le parent pauvre parce qu'il n'y a que 3 réseaux qui existent. Trinité, Lorrain et Gaumont. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Martinique Transport est la nouvelle autorité sur l'ensemble du territoire, donc qu'elle entendra proposer le même transport à tout l'ensemble du nord de la Martinique. En tout cas, c'est mon souhait. Un souhait qui sera peut-être entendu par Alfred Marie-Jeanne, aujourd'hui à la tête de l'autorité unique. Une idée qui pourrait en partie répondre au manque de transport dont souffrent encore certaines communes du Nord. Et toujours en ce qui concerne le transport en Martinique, nous passons tout de suite à notre invité politique du mardi soir. Souvenez-vous, le 4 janvier dernier, Louis Boutrin, conseiller exécutif en charge du transport, déclarait sur notre antenne ceci. Dans une semaine, 10 jours, le TCSP devra circuler. C'est notre vœu le plus cher. Maintenant qu'il y a une... Donc là, ce soir, vous dites d'ici une semaine à 10 jours, le TCSP pourra circuler avec des passagers. Le TCSP va pouvoir circuler dans sa phase commerciale. C'est notre souhait. Nous allons tout mettre en œuvre pour sortir de cette logique. Parce que le TCSP, ce n'est pas une fin en soi. Nous devons assurer la mobilité des Martiniquais, quel que soit leur lieu de travail, leur lieu de résidence. Aujourd'hui, 12 jours après, nous ne recevons pas Louis Boutrin puisque nous préférons attendre le conseil d'administration de Martinique Transport dont il assure la vice-présidence afin d'avoir des réponses concrètes et validées. Mais nous abordons ce soir les éléments purement pratiques de la mise en place de ce TCSP avec Alain Alfred qui est le président de la CFTU qui aura la charge de l'exploitation du réseau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Alors, ma première question, toute concrète, êtes-vous prêt à la mise en place du TCSP? Alors, nous sommes prêts d'abord à faire une réponse précise à Martinique Transport puisque nous avons reçu une commande détaillée. Nous l'avons eu en plusieurs temps. D'abord, jeudi 11, nous avons eu des détails quant aux orientations globales qui ont été précisées le vendredi, puis le samedi. Donc, les équipes sont encore en train de travailler à répondre très précisément et très techniquement alors ça veut dire quoi? Est-ce que les bus, si dès demain matin on vous dit on met ça en place, est-ce que vous avez tous les salariés, tous les équipements et tout le processus pour que ces bus puissent circuler? Alors nous avons les moyens pour agir. Maintenant, avant d'agir, il faut se mettre d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire. Désormais, nous avons une orientation. Nous devons donc chiffrer. Nous devons donner toutes les conséquences. Nous devons donner toutes les conséquences. Alors, pour vous dire une chose simple, nous avons pratiqué une marche à blanc que nous maîtrisons très bien, donc que nous aurions pu mettre à profit pour l'exploitation assez rapidement. Cependant, les demandes de l'autorité délégante ont légèrement varié. Donc, nous devons
entrer dans le modèle des besoins qui sont différents, légèrement différents. Je rebondis justement sur ce que vous me dites, puisque la CTM justement dit que c'est vous qui avez varié entre le devis, enfin les estimations que vous aviez annoncées au début et ce que vous présentez comme facture aujourd'hui. Il y a une nette différence, voire une multiplication du coût d'exploitation par 2. Donc, alors, il ne faut pas confondre les choses. Aujourd'hui, on nous demande de faire rouler les bus de 5h30 à 22h, par exemple, le vendredi et le samedi. Nous n'avions pas ce modèle-là à tester dans le cadre de la marche à blanc. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses qui sont dites. Il y a eu une première évaluation qui date de 2014. En 2015, nous avons pris des éléments de 2014 pour faire une appréciation à la louche de ce que pouvait représenter l'exploitation du TCSP. Ça, c'est une première exploitation, une première évaluation qui a été présentée et qui était trop basse parce que, en fait, ne correspondant pas totalement aux réalités. Donc vous nous avez mal évalué, on peut dire ça. Il y a eu un défaut d'évaluation, mais il y a eu surtout qu'en 2017, au moment où nous avons fait la marche à blanc, effectivement, il y a eu un périmètre qui a évolué considérablement. Par exemple, les bus n'étaient pas à notre charge quant à leur entretien. Eh bien, lorsqu'il a fallu, dans la précipitation, on s'en souvient, mettre en œuvre les bus pour la marche à blanc, il a fallu les requalifier. Il a même fallu passer commande de pièces pour faire un certain nombre de réparations. Et donc, tout cela nous est revenu. Simplement parce que, par exemple, le syndicat mixte du TCSP a été invalidé dans les missions qu'il devait mettre en œuvre. Et donc, tout cela nous est revenu. Et donc, la facture ne peut pas être la même. Nous n'avons pas effectué l'exacte marche à blanc qui était prévue au tout début et qui, par ailleurs, je vous le dis, n'avait pas intégré un certain nombre d'éléments précis, notamment en termes de coûts d'exploitation. Que l'on comprenne bien, ceux qui n'avaient pas été évalués, ce sont des éléments qui ont été rajoutés par la CTM ou des éléments que vous n'aviez pas envisagés au départ? Il y a eu des éléments rajoutés. Énormément, le périmètre a bougé, mais il y a aussi, par exemple, ne serait-ce que ce qu'on appelle le haut-le-pied, c'est-à-dire les kilomètres parcourus entre le parking et la prise de service, c'est-à-dire le premier lieu où on embarque les passagers. Ceci n'avait pas été évalué. Et donc, ce sont des kilomètres en plus qui sont venus. Et puis, il y a eu aussi, dans le cadre de la marche à blanc, des choses qui ont été observées. Lorsque le constructeur vous dit que la consommation sera de 60 litres au 100, et que dans les faits, vous constatez qu'on est plus dans les 100 litres au 100 que dans les... Alors bien sûr, selon le bus, ce sera 110 litres, 100 litres, 99 litres. On est aux environs de 100 litres au 100. Eh bien, tout cela a un coût qui est intégré dans la facture de la marche à blanc. Et ça, c'est la réalité de ce qui a été mis en œuvre. Et donc, il y a un surcoût. Alors, pour expliquer le surcoût, il faut surtout comprendre que le TCSP que nous mettons en œuvre est un TCSP qui, de façon structurelle, ne permet pas les économies d'échelle que l'on pourrait espérer, dans la mesure où ce TCSP, c'est 14 km, 14 bus, un centre de maintenance... Il a été mal pensé, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Il est pensé pour être au-delà que le territoire de la CACEM. Du départ, les politiques martiniquais ont conçu le TCSP dans l'intérêt du territoire martiniquais, dans son entier. D'ailleurs, j'entends aujourd'hui... on l'a réduit qu'à la CACEM, alors c'est qui a décidé ça? Vous connaissez les différentes phases qui ont été décidées, qui ont été entendues. La première phase, non, mais dites-nous, parce que si au départ, c'était pour toute la Martinique, finalement, on le met qu'à la CACEM et que ça nous coûte plus cher, expliquez-nous, qui a décidé que ça se réduise qu'à la CACEM? Alors, il s'agit de phases
successives d'implantation d'un TCSP. Aujourd'hui, on vous dit bien que le TCSP est appelé à aller jusqu'à Sainte-Luce. À un moment, on disait Rivière-Salée. On dit Sainte-Luce maintenant. On dit vers le nord Atlantique notamment, vers le Robert ou Trinité. Bon, donc voilà le projet qui est là. Il doit aller également sur le nord Caraïbe, vers Shellshare. Donc le projet, il est pensé globalement. Et donc, il y a un certain nombre de besoins par rapport à un projet global. Donc, je dis simplement qu'il y a des économies d'échelle qui ne sont pas possibles là et qui viendront ultérieurement. En tous les cas, la marche à blanc que nous avons pratiquée, nous l'avons chiffrée au réel de ce qui a été constaté, notamment la consommation des bus. Oui, mais en fait, ce qui est dénoncé, c'est que le chiffre réel soit 2 fois supérieur, c'est 2 fois celui qui avait été annoncé. 2 fois, oui, non, il a été... À peu près, presque 2 fois. 2 fois à la première appréciation. Une appréciation qui permettait... Non, mais ce qui explique les réticences. Enfin, on imagine bien que quand on a un devis d'une somme et qu'on nous présente finalement une facture x2, on imagine qu'il y a des réticences à l'arrivée. Certainement. Mais c'est comme quand on décide de construire une maison à l'année X et qu'on le fait 2-3 ans après, les coûts changent. C'est quelque chose que nous connaissons tous dans notre quotidien. Donc c'est ça la réalité. De surcroît, je vous l'indique très clairement, le périmètre de la marche à blanc a été modifié. On nous a demandé de mettre en œuvre des moyens supplémentaires, de pratiquer des choses complémentaires, et donc ça ne peut pas être à même coût. Donc c'est évident. Et concrètement, qu'est-ce qui est acté là aujourd'hui dans la mise en place de ce service public? Est-ce qu'on sait déjà que les tickets vont coûter 1,45 €? Les horaires. Les horaires. L'autorité délégante a la responsabilité de définir l'offre, de définir ce qu'elle veut faire. Donc, il nous a été demandé de mettre en œuvre des horaires qui commencent à 5h30, se terminent à 19h30 en semaine, et à 22h le vendredi et le samedi, et le dimanche à 19h. Un ticket unique entre les réseaux Mosaïque, TCSP? Tout à fait, le même ticket. Donc le tarif qui a été arrêté vaut pour l'ensemble du réseau Mosaïque et TCSP. Bon, je ne vous pose pas la question pour les taxicos, puisque ce n'est pas vous qui gérez ça. Hein. À une époque, on avait envisagé de faire une gratuité, ne serait-ce que pour se faire pardonner auprès des Martiniquais, d'avoir attendu aussi longtemps. Est-ce que c'est envisagé ou pas du tout? Non, ce n'est pas. On n'en parle plus dans la mesure où, enfin, on ne nous en a pas parlé. Nous avons bien expliqué que derrière une gratuité, cela implique un certain nombre de responsabilités. Néanmoins, mais ça veut dire aussi que l'autorité prend à sa charge, c'est-à-dire que les deniers publics, c'est-à-dire l'impôt, les fonds de la collectivité, prennent en totalité la charge du coût du voyage. Classiquement, un transport est organisé à la fois sur deniers publics, donc la contribution des personnes qui payent les impôts, c'est-à-dire à la fois le versement transport, les entreprises, mais aussi les impôts de toute nature. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et la deuxième partie, c'est le ticket payé par l'usager. Donc l'usager et le contribuable payent le transport. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir un peu plus éclairé sur ce dossier. Et c'est normal. Et je suis à votre disposition autant que de besoin. Merci. Partons à Paris maintenant avec ce moment très difficile vécu par la mère d'Andy aujourd'hui. Elle a reçu le certificat de décès de son fils sans avoir pu se recueillir sur sa dépouille pour l'instant. Pour l'heure, aucun juge n'a encore été nommé pour diriger l'enquête, ce qui ralentit la procédure de restitution du corps. Des épreuves que la famille supporte grâce au soutien des amis d'Andy. Ce soir, le club de foot où il jouait lui a organisé un hommage. Voyez ce reportage d'Éric Dupuis. Toute une équipe fait face à la famille Brigitte. L'émotion est la même d'un côté comme de l'autre. Linda a perdu un fils, les joueurs, un copain irremplaçable. C'était la joie de vivre, hein. Toujours entendre rigoler, faire des blagues ou je sais pas, sympa quoi. Ça fait un vide, même si en remplaçant, ça a fait un vide. Ça sera pas
c'est pas pareil. Même si le jeune Arlésien de 22 ans était souvent remplaçant, il comptait énormément. Lui, dans un vestiaire, il faisait rigoler ses amis au vestiaire. Donc, même s'il y avait des défaites, mais il était toujours là pour encourager, de dire que ça ira mieux après. Alors, pour ne pas l'oublier, le Tropical AC compte bien mettre en place de nombreux hommages durant toute la saison, voire au-delà. Tous les matchs qu'on jouera nous à domicile, il y a aussi 7 minutes de silence, brassard et le nom d'Andy sur son dos. Et j'ai demandé à ma hiérarchie, bien entendu, parce que je ne peux pas prendre des décisions tout seul, c'est de pouvoir organiser un tournoi ou un mini-championnat en fin de saison qui portera le nom d'Andy avec une coupe au bout qui se rappellera la coupe du championnat ou coupe Andy. Pour la famille, ces marques d'attention venues de toute l'Île-de-France n'effacent pas le chagrin évidemment, mais apportent une chaleur inestimable après le drame. Sur le coup, personne ne l'a aidé et c'est ce qui me peine le plus. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. Ils sont là, ils répondent présents, ils laissent des messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais je ne peux que leur dire merci. Et merci, je ne sais pas quoi dire, à part merci d'être là, de nous avoir aidés, de nous avoir soutenus. Merci. Demain, Linda sera encore très soutenue et elle en aura besoin. Elle se rendra pour la première fois auprès du corps de son fils. De retour en Martinique avec la mobilisation des surveillants pénitentiaires qui est montée d'un cran. Aujourd'hui, les agents ont tenu à marquer leur détermination à obtenir gain de cause, à savoir plus de moyens pour travailler en toute sécurité. Un mouvement renouvelé également en Guadeloupe aujourd'hui. Les accès au centre pénitentiaire de Bemao ont été bloqués. Voyez ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. À l'instar de leurs collègues du nord de la France, les agents du centre pénitentiaire de Fonsareille rejoignent la mobilisation nationale. Ce matin, on était plus de 80 personnels à bloquer l'établissement. Nous nous mobilisons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que jeudi dernier, nous avons eu 4 collègues qui ont été agressés par un terroriste. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'à Bemao, nous n'avons pas de terrorisme, mais nous avons des détenus à profil très très difficile. Nous avons eu un collègue en novembre dernier qui a été ébouillanté. Nous avons eu 2 collègues féminins qui ont été aussi agressés. Le syndicat dénonce par ailleurs le manque de solutions concrètes apportées par l'administration. Je ne veux pas vous cacher, ils ont fait pas beaucoup de choses pour nous. Je dirais, ça avance tout doucement, mais ce que nous voulons, parce que nous sommes en urgence absolue dans l'établissement. Les détenus se font agresser entre eux. Les agents pénitentiaires sont agressés aussi régulièrement. Donc, nous n'en pouvons plus. Donc, aujourd'hui, nous nous mobilisons pour l'effectif, je dirais aussi pour notre sécurité. Les agents du centre pénitentiaire de Fonsareille devraient reconduire leur mobilisation ce jeudi et entendre durcir le mouvement dans les semaines à venir. 380 877, c'est le nombre d'habitants que comptait la Martinique au 1er janvier 2015. Nous sommes de moins en moins nombreux sur l'île et la situation ne devrait pas s'améliorer. La pyramide des âges montre une faible présence de Martiniquais en âge de procréer. Pour actualiser les chiffres, l'INSEE a présenté ce matin sa nouvelle campagne de recensement qui commencera ce jeudi et qui se fera notamment via Internet. Voyez les précisions du directeur territorial de l'INSEE qui s'exprime face à la caméra de Jean-Marc Dabreu. La population martiniquaise continue de baisser à raison de 0,7% par an, à peu près 2800 habitants par an. Ça, c'est sur un cycle de 2010 à 2015, donc c'est assez important, et que les tendances sur les années futures s'accroissent. Le recensement de 2018 va débuter jeudi, le 18 janvier 2018. Et comme chaque année, donc, il y a un certain nombre de communes, l'intégralité de la population ne va pas être enquêtée, simplement 4 communes de moins de 10 000 habitants, donc tous les habitants de ces communes-là que je vais citer, qui sont le Vauclin, le Lorrain, Bellefontaine et Font-Saint-Denis, donc tous ces habitants-là vont être enquêtés, et puis ensuite toutes les communes de plus de 10 000 habitants vont être concernées, mais simplement un échantillon de 8% de la population.
Nous sommes exactement à la moitié de l'année scolaire et il est temps pour les élèves de terminale de se décider sur ce qu'ils comptent faire pour leurs études supérieures. Pour faire leur choix, une innovation cette année avec la mise en place de Parcoursup. Un plan d'accompagnement des étudiants est mis en place afin que les jeunes appréhendent au mieux les formations proposées. Reportage de Louis Sabas et de Morane-Edouard Rose. Voici Parcoursup, la nouvelle plateforme d'orientation pour les lycéens de terminale qui désirent poursuivre leurs études après le bac. Filière, vœux ou critères d'acceptation, ces élèves bénéficient d'une session d'information sur les différences entre ce nouvel outil et le précédent, admission post-bac. J'ai beaucoup d'amis qui étaient en terminale l'année dernière, donc ils m'avaient beaucoup parlé d'APB et je trouve en fait c'est plutôt rassurant que la manière dont la COP nous le présente parce que du coup, on peut vraiment choisir en fait entre les différents vœux qu'on aura à placer. Et je trouve qu'au niveau par exemple, de la hiérarchisation des vœux, c'est-à-dire que, pour Parcoursup, on a droit qu'à 10 vœux qui ne sont pas hiérarchisés, alors que pour APB, on en avait droit, au moins 20, on en avait 30 au moins plus, mais ils étaient hiérarchisés. Je trouve que par contre, c'était dommage de retirer cette hiérarchisation. Pour pouvoir un petit peu se situer, pour savoir quel vœu qu'on veut le plus. Désormais, cette hiérarchisation n'existe plus avec Parcoursup. Les vœux seront traités à égalité par les établissements d'accueil et passent de 24 à 10 afin de réduire les choix non motivés. Autre changement majeur, et non des moindres, désormais, les universités disposent d'un regard sur les admissions, même si la démarche reste différente dans les établissements à filière sélective. Les écoles de commerce, les BTS, les DUT, ce sont des filières sélectives. Eux seuls peuvent se permettre de répondre de manière négative en fonction du dossier de l'élève. Les universités ne pouvant pas répondre non, ils sont tenus d'accepter tout le monde. Maintenant, ils ont accès quand même au dossier. Donc, ils devront faire des choix eux-mêmes. Il existera néanmoins une commission d'accès au supérieur qui proposera aux élèves qui se retrouvent sans vœux, sans réponse positive plutôt, une formation au plus près de leur choix initial. Pour plus de visibilité, les caractéristiques des formations d'accueil sont aussi mises à la disposition des lycéens. Des fiches consultables aussi par les chefs d'établissement. Les attendus, qui est une nouveauté dans Parcoursup, ils ont pour but aussi d'informer les chefs d'établissement d'origine, donc de terminale, qui auront à remplir au second trimestre un avis sur les demandes du supérieur de leurs jeunes, de leurs lycéens, dans une fiche qu'on appelle fiche avenir, où il y a les évaluations classiques, scolaires. Il y aura aussi par les professeurs principaux une évaluation plus centrée sur la personne, autonomie, prise d'initiative, etc. Et également un avis qui sera préparé par le conseil de classe du second trimestre et qui sera émis par le chef d'établissement sur les demandes de poursuite d'études des élèves de terminale. Quelques nouveautés qui doivent faire oublier APB, l'ancienne plateforme fortement critiquée. L'an dernier, l'algorithme qui affectait par tirage au sort les lycéens dont les universités saturées en avait laissé sans affectation. Heureusement, la Martinique n'était pas concernée. En attendant, les 5000 lycéens de l'île pourront déposer leur candidature sur le site de Parcoursup dès lundi prochain. En attendant de devenir des étudiants, les lycéens doivent continuer à apprendre. Et pour les accompagner au mieux dans leur formation, des centaines de stagiaires, enseignants ou encore formateurs se réunissent cette semaine jusqu'à demain pour présenter des projets labellisés Innovation du système éducatif. L'objectif est de trouver une formule pour enseigner autrement et éviter le décrochage scolaire. L'événement est baptisé Journée académique de l'innovation. Il se tient à l'ESP de Fort-de-France. Louis Sabas et Morane-Edouard Rose ont recueilli quelques précisions. Regardez. Projet labellisé innovation, parce qu'on en a 92 dans l'académie, qui sont des projets qui prennent... qui tentent des expérimentations, des innovations au service d'une plus-value éducative pour les élèves. Alors on sort des sentiers battus, c'est enseigner autrement, c'est enseigner à plusieurs, c'est enseigner dans d'autres lieux, c'est vraiment des projets innovants qui ont une durée de vie limitée parce qu'après on essaye de les injecter dans le système. Ce qui se fait en Martinique, c'est par exemple l'enseignement explicite des mathématiques en primaire, c'est par exemple la coobservation et l'interdisciplinarité pour former les enseignants au cœur même des établissements. C'est par exemple l'approche par compétences, mais de façon collective et collaborative, et de nombreux projets innovants comme cela. Enseigner autrement, enseigner
à plusieurs, enseigner avec l'interdisciplinarité, c'est pour donner envie de s'investir, donner envie du goût de l'effort, donner du sens aux apprentissages, et puis surtout gagner du plaisir et gagner de la plus-value dans la réussite des examens, mais aussi dans l'insertion professionnelle. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons à la découverte de l'univers de Victor Permal. L'artiste peintre expose ses œuvres en ce moment au Tropicatrium. Et puis nous ferons le point dans notre JT des communes sur l'opération de vaccination contre la grippe. La fréquentation du centre de vaccination de Fort-de-France est en hausse. Fok Nougadé Pouet, c'est le nom de l'exposition de Victor Permal. Il expose en ce moment au Tropicatrium des œuvres abstraites, colorées et reflets de notre société. Visite guidée avec Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Voilà 40 ans que Victor Permal s'exprime à travers ses œuvres. Sa technique reste inchangée. Il étale la matière à l'aide d'outils bruts, comme les truelles de maçon. C'est dans son étable chez lui, au Morne Rouge, qu'il dépeint la société martiniquaise. Son pinceau, guidé par sa passion pour le monde équestre. Parce que ce qui est intéressant, c'est le mouvement dans l'équitation. C'est la correspondance entre l'homme l'humain et le cheval. Et puis épouser les allures, faire que, et puis se sentir bien. Bon, ça, c'est extra. Des œuvres abstraites, comme sculptées sur la toile, vives, colorées, que chacun interprète à sa façon. C'est pas à moi de dire ce que c'est. C'est les gens qui regardent et qui éprouvent et qui creusent avec mes recherches. Donc voilà. Quand on cause avec une œuvre, bon, elle peut résister, elle peut au contraire séduire, elle peut énerver. Victor Permal était un ami proche de Coco René Corail, avec qui il a un temps partagé le même toit et confronté ses œuvres. Son style est aujourd'hui une véritable inspiration pour la jeune génération, comme pour ses étudiants en art. Comme matériau, il utilise du médium. Et ça fait une autre densité à la peinture en fait, ça transforme la densité de la peinture et c'est sublime. Tout coïncide, donc les couleurs vont tout ensemble, les formes vont ensemble, donc c'est vraiment ça qui me plaît en réalité dans son travail. C'est justement le côté abstrait des œuvres et ça me fait penser un petit peu aux œuvres de Soulage mais avec plus de figuration. J'ai beaucoup aimé ces œuvres parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle culture en Martinique par rapport à ces œuvres. L'univers de Victor Permal est ouvert au public jusqu'au 25 février prochain. Au détour de l'exposition, vous croiserez certainement l'artiste qui garde toujours un œil sur les visiteurs, sa première source d'inspiration. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. La grippe saisonnière est de retour. Pour la contrer, une opération de sensibilisation à la vaccination est mise en place par les autorités. Le centre de vaccination de Fort-de-France, installé à Sainte-Thérèse, qui propose des vaccins gratuitement, voit son activité progresser. Hubert Bornil et Johan Boulard se sont rendus sur place. Regardez. Vous tenez votre manche tranquillement. Voilà. Comme vous le voyez aujourd'hui, je me fais vacciner comme des centaines de Martiniquais par le docteur Mambrini. Ça fait déjà une trentaine d'années qu'il vaccine dans ce centre de vaccination de Fort-de-France. C'est très important de faire ce geste. Voilà, c'est fini. Merci docteur. Je vous laisse le petit coton pour pas tacher votre chemise. Merci. Voilà. Les séances de vaccination ont lieu en général très tôt le matin. Il vaut mieux arriver dès 7 heures pour éviter de se laisser surprendre par l'affluence. Nous sommes en pleine campagne de vaccination de la grippe et pourtant on peut noter que les volontaires se montrent plutôt discrets. Pour les personnes de plus de 65 ans, c'est important de se faire vacciner pour la grippe, puisqu'on a en métropole une grosse épidémie et comme il y a beaucoup de relations entre la métropole et la Martinique, je pense qu'il faut se protéger. Moi-même, je me suis fait vacciner au mois d'octobre. Cependant, les gens viennent de plus en plus au centre de vaccination gratuite, 800 en 2016, un chiffre qui a presque doublé l'an dernier. Évidemment, toute la propagande anti-vaccinale a refroidi un certain nombre de personnes, mais il y avait un vrai problème, c'est le paiement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens.
Vous savez que bon, le médecin, des fois, on ne va pas le voir parce qu'on ne peut pas payer le ticket modérateur. Et là, c'est gratuit. Puisque l'ARS, la CGSS et la ville de Fort-de-France ont signé une convention. Et dans cette convention, donc, chaque partenaire met sa part. Polio, diphtérie, tétanos, des vaccins nécessaires dans une vie et il convient de les renouveler dès que nécessaire. Je suis dans le milieu hospitalier et on voit, parce que certaines personnes n'ont pas eu leur vaccin, mais ils se retrouvent dans un état critique et ils sont très mal en point, ils risquent même leur vie de fait de ne pas être vaccinés. Mais c'est très important pour les enfants et tout de se faire vacciner parce que dans les écoles, même la rougeole, toutes ces maladies-là reviennent. Je reçois une convocation après 44 ans. Et comment ça, il y a une maladie, une bagaille, et moi à 210 ans, alors donc je vais porter pitié. L'équipe médicale se compose d'une quinzaine de professionnels de santé. C'est un médecin vacataire qui assure la vaccination. Eh bien voilà, la séance de vaccination est terminée pour aujourd'hui. On rappelle quand même que c'est tous les jours du lundi, mardi et un autre jour, dites-moi. Et mercredi matin, 7h30, 9h. Au revoir. C'est bon ? Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Lamina à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèpeia. A tout de suite.